pendant 3 ans, j'ai livré des pizzas au même manoir. Le vieil homme me laissait toujours 2 dollars de pourboire. Le jour de sa mort, son avocat m'a fait venir. Il vous a laissé quelque chose, a-t-il dit en me tendant une enveloppe. À l'intérieur, ce n'était pas de l'argent liquide, c'était le résultat d'un test ADN et une clé. Ce à quoi cette clé a conduit à tout changer. L'homme âgé du manoir me donnait 2 dollars chaque jeudi, pendant 3 ans. 2 dollars. Pas 10, pas 20. 2. Je pensais alors qu'il était la personne riche la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Je remontais cette longue allée de gravier, passais les grilles en fer ailé et parfaitement taillées, livrais sa pizza à la porte d'entrée d'une maison qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 10 vies. Et il me tendait la poing, plus 2 billets froissés de 1 dollar, comme s'il me faisait une faveur. Mes collègues de la pizzeria en riaient. Encore la commande Ashford. Ce vieil homme donne moins de pourboire que des étudiants fauchés. Et je haussais les épaules en disant quelque chose comme « au moins, il est constant ». Mais au fond, ça me dérangeait. Non pas que j'ai besoin de l'argent, même si c'était le cas. Ça me dérangeait parce que je n'arrivais pas à le comprendre. Voici un homme vivant seul dans un manoir colonial de 3 étages, commandant la même pizza moyenne au pepperoni chaque jeudi à exactement 19h15, et il ne pouvait pas épargner plus de 2 dollars pour le gars qui conduisait 15 minutes sous la pluie et la neige pour la lui apporter. Je pensais comprendre les gens riches. Je pensais qu'ils étaient soit généreux parce qu'ils en avaient les moyens, soit avares parce que c'est ainsi qu'ils restaient riches. Murray Ashford ne correspondait à aucune de ces catégories. Il était tout autre chose, quelque chose que je ne pouvais nommer. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que ces 2 dollars n'étaient jamais une question d'argent. C'était un message, une connexion. La seule connexion qu'il s'autorisait à avoir avec moi, parce qu'il avait trop peur d'en avoir plus. Murray Ashford était mon grand-père, le père de mon père, et il avait veillé sur moi toute ma vie sans jamais en dire un mot. J'ai découvert la vérité 3 semaines après la dernière pizza que j'ai livrée à ce manoir. Murray est décédé paisiblement dans son sommeil, un mardi matin. Je ne l'ai même pas appris avant que son avocat ne m'appelle 2 jours plus tard. Un homme nommé Vincent Cray, d'une voix calme et professionnelle, m'a demandé de venir à son bureau en centre-ville, car Murray avait laissé des instructions spécifiques. Il a dit que Murray voulait que j'aie quelque chose. Je me souviens d'avoir ri nerveusement au téléphone. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Je ne suis que le livreur de pizza. Vincent n'a pas ri. Monsieur Kelly, je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur. Monsieur Ashford était très précis à ce sujet. Veuillez venir à mon bureau demain à midi. Je me suis présenté dans mes plus beaux vêtements, ce qui n'était pas grand-chose. Un jean foncé sans trou et une chemise à col que j'avais repassé ce matin-là. Le cabinet d'avocat était tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Bois poli, chaises en cuir, odeur de vieux livrets de café cher. Je me sentais comme un intrus, juste en étant assis là. Vincent Cray était un homme grand d'une 60aine d'années, avec des lunettes de lecture et un comportement calme qui vous donnait l'impression que tout allait bien se passer, même quand ce n'était pas le cas. Il s'est assis en face de moi, a croisé les mains sur son bureau et a fait glisser une enveloppe Kraft vers moi. Monsieur Ashford m'a demandé de vous donner ceci seulement après sa mort, et seulement en personne. Il était très clair à ce sujet. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui ne cessaient de trembler. À l'intérieur se trouvaient 2 choses, une clé en laiton, petite et ancienne, du genre qui semblait appartenir à quelque chose d'important, et un document plié. J'ai d'abord ouvert le document. C'était un test ADN. Mon nom était imprimé d'un côté. De l'autre côté se trouvait un nom que je n'avais jamais vu auparavant, Warren Ashford. Et sous les 2 noms, en lettres noires et grasses, se trouvait un seul mot qui changeait tout, match. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce que les lettres cessent d'avoir un sens. Match. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était Warren Ashford? Pourquoi mon nom était-il sur un test ADN avec un étranger? La voix de Vincent a traversé le brouillard dans ma tête. Warren Ashford était le fils cadet de Murray. Il est décédé dans un accident de voiture en 1999, un mois avant votre naissance. Selon Murray, Warren était votre père biologique. La pièce a basculé. J'ai agrippé la coudoir de la chaise pour ne pas tomber. Mon père. L'homme sur lequel j'avais passé toute ma vie à m'interroger. Le fantôme qui hantait chaque projet d'arbre généalogique à l'école primaire.
Chaque carte de fête des pères que je n'ai jamais envoyée. Chaque silence gênant quand quelqu'un posait des questions sur mon père. Cet homme avait un nom, Warren Ashford, et il était mort avant que je ne prenne mon premier souffle. Le vieil homme du manoir. Celui qui me donnait 2 dollars chaque jeudi. Celui qui me demandait si je restais au chaud. Celui qui me regardait un peu trop longtemps chaque fois que je lui tendais sa pizza. Il savait. Il savait tout ce temps. Il savait que j'étais son petit-fils, et il n'a jamais dit un mot. J'ai regardé la clé en laiton dans ma main, lourde, froide, pleine de réponses que je n'étais pas sûr d'être prêt à trouver. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit, ai-je murmuré. Vincent a soupiré et s'est adossé à sa chaise. C'est quelque chose que seul Murray pourrait répondre, mais il voulait que vous ayez cette clé. Il a dit que vous sauriez quoi en faire le moment venu. Je ne savais rien. Pas encore, mais j'étais sur le point de le découvrir. Je m'appelle Damon Kelly et j'ai 24 ans. Je livre des pizzas pour la pizzeria Lombardies depuis que j'ai 19 ans, ce qui signifie que j'ai passé 5 ans de ma vie à parcourir les mêmes petites rues, à mémoriser les mêmes raccourcis et à frapper aux mêmes portes dans une ville juste à côté de Richmond, en Virginie. Ce n'est pas la vie que j'imaginais pour moi quand j'étais plus jeune, mais c'est la vie que j'ai, et pour la plupart, j'y ai fait la paix. Lombardies est l'un de ces établissements familiaux qui existent depuis toujours. Le genre de restaurant où les murs sont couverts de vieilles photographies, et où le propriétaire se souvient encore de votre nom. Tony Lombardi a ouvert l'endroit en 1974, et sa fille le gère maintenant. Ils m'ont donné un travail quand personne d'autre ne voulait, quand j'étais un jeune homme maigre de 19 ans sans expérience, avec une rancœur grande comme le Texas. Je leur devais ça. Je travaille de nuit 5 jours par semaine, parfois 6 si nous manquons de personnel. Le salaire n'est pas génial, mais les pourboires compensent généralement. Je donne la majeure partie de ce que je gagne à ma mère, Lorraine. Elle est infirmière à l'hôpital du comté depuis près de 20 ans, et elle travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais connu. Mais les soins infirmiers ne rapportent pas ce qu'ils devraient, et les factures ne cessent d'arriver. Alors, j'aide là où je peux. C'est ce que l'on fait pour la famille. Ma mère m'a élevé seule. Elle ne s'en est jamais plainte. Elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Mais j'ai toujours su que notre situation était différente des autres familles. Il n'y avait pas de père à table. Pas d'homme pour m'apprendre à lancer un ballon de football ou à réparer un robinet qui fuit. Juste ma mère et moi contre le monde, nous débrouillant au fur et à mesure. J'ai posé des questions sur mon père une fois, quand j'avais 7 ans. Nous étions assis à la table de la cuisine, faisant nos devoirs, et j'ai levé les yeux et dit « Maman, où est mon père ?» Elle s'est figée juste une seconde, mais je l'ai vue. Puis elle a souri, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Et elle a dit « Il a dû partir avant ta naissance, chérie. Il n'y a que nous maintenant, mais ça va. Nous sommes suffisants. » Je n'ai plus jamais posé la question. Non pas parce que je ne voulais pas savoir, mais parce que j'ai vu ce que la question lui faisait. C'était comme regarder quelqu'un toucher une vieille blessure qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Alors j'ai enfoui ma curiosité et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Beaucoup d'enfants grandissaient sans père. Je n'étais pas spécial. Je n'étais pas brisé. J'allais bien. Mais je n'allais pas bien. Il y avait toujours ce vide en moi. Ce point d'interrogation là où mon identité aurait dû être. La moitié de moi était un mystère. Et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, le mystère ne disparaissait jamais. C'est dans cet état que j'ai commencé à livrer des pizzas au manoir de Murray Ashford. En colère sans savoir pourquoi. Agité sans savoir ce que je cherchais. Juste un gars dans une vieille Honda Civic, conduisant dans la nuit, essayant de gagner assez d'argent pour payer les factures. La propriété Ashford se trouvait au bout de Wexler Road, à environ 15 minutes de la ville. On ne pouvait pas la manquer. Des grilles en fer, des piliers en pierre, une allée qui serpentait à travers des terrains parfaitement aménagés avant de révéler un manoir colonial de 3 étages, qui semblait sorti d'un magazine. Le genre de maison qui vous faisait réaliser à quel point la vie de certaines personnes était différente de la vôtre. La première fois que j'y ai livré, j'étais nerveux. Je pensais que quiconque vivait dans un endroit comme celui-là serait exigeant, impatient, le genre à se plaindre si la pizza était à 2 degrés près de la perfection. Mais quand la porte s'est ouverte, j'ai été surpris. L'homme qui se tenait là n'était pas ce à quoi je m'attendais.
Murray Ashford avait la fin de la soixantaine, grand mais légèrement voûté, avec des cheveux argentés et des yeux profonds qui semblaient porter le poids de 100 ans. Il se déplaçait lentement, délibérément, comme si chaque mouvement exigeait une réflexion attentive, mais il n'y avait rien de fragile en lui. Il avait une présence, une dignité tranquille qui vous faisait vous tenir un peu plus droit sans vous en rendre compte. Pizza moyenne au pepperoni, ai-je demandé, en soulevant la boîte. Il a hoché la tête et a fouillé dans sa poche. C'est celle-là. Merci, mon fils. Il m'a tendu la poing plus 2 billets de $1. Je me souviens avoir trouvé cela étrange. Un homme vivant dans une maison comme celle-ci, donnant $2 de pourboire, mais sa voix était chaleureuse, et il m'a regardé dans les yeux quand il a dit « merci », ce que la plupart des clients ne faisaient pas. Alors j'ai mis l'argent dans ma poche et je suis retourné à ma voiture. C'était le premier jeudi. Il y en aurait des centaines d'autres, exactement pareils. Même commande, même heure, même pourboire de $2. Et chaque semaine, Murray Ashford me regardait avec ses yeux lourds et me demandait quelque chose de simple. Nuit froide. Vous restez au chaud dehors? Service chargé ce soir. Tout va bien, mon fils? Des questions simples. Rien de personnel. Mais la façon dont il les posait, la façon dont il s'attardait à la porte, comme s'il ne voulait pas que je parte, cela donnait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il voulait dire mais ne pouvait pas. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Les vieux riches ne se souciaient pas des livreurs de pizza. Nous étions invisibles pour des gens comme lui. Juste un service, une commodité, un visage qu'ils oubliaient dès que la porte se refermait. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi, 3 semaines après la dernière pizza que j'ai livrée à ce manoir. J'étais assis sur mon canapé, en train de faire défiler mon téléphone, profitant d'un rare jour de congé, lorsqu'un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. J'ai failli le laisser passer sur la messagerie vocale. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Monsieur Kelly, je m'appelle Vincent Cray. Je suis avocat et je représente la succession de Murray Ashford. Je me suis redressé sans m'en rendre compte. Murray Ashford? Le gars de Wexler Road? Oui. Je regrette de vous informer que Monsieur Ashford est décédé il y a 5 jours. Il est décédé paisiblement dans son sommeil. Je ne savais pas quoi dire. Je connaissais à peine l'homme, mais apprendre qu'il était parti me semblait étrange, comme perdre quelque chose que je n'avais jamais su posséder. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je réussi à dire. Il semblait être une bonne personne. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Monsieur Kelly, la raison de mon appel est que Monsieur Ashford a laissé des instructions spécifiques vous concernant. Il a demandé que vous veniez à mon bureau dès que possible. Il vous a laissé quelque chose. J'ai failli rire. Il m'a laissé quelque chose? Monsieur, je crois qu'il y a une erreur. Je ne faisais que livrer sa pizza. Je ne le connaissais pas vraiment. La voix de Vincent est restée calme. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur Ashford était très précis à ce sujet. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à midi? J'ai accepté, surtout par curiosité. Qu'est-ce qu'un homme comme Murray Ashford pouvait bien laisser à quelqu'un comme moi? Une carte de remerciement, un dernier pourboire. Cela n'avait aucun sens, mais rien concernant Murray Ashford n'avait jamais eu de sens pour moi. Le lendemain, je me suis rendu au centre-ville, à un cabinet d'avocats de Chambers Street. Le bâtiment était ancien, mais élégant, le genre d'endroit où les décisions importantes se prenaient à huis clos. J'ai trouvé le bureau de Vincent Cray au 3e étage et j'ai frappé 2 fois avant d'entrer. Vincent était exactement ce que l'on attend d'un homme qui a passé sa vie à gérer les affaires des autres, grand, posé, avec des lunettes de lecture posées sur son nez et un comportement calme qui vous mettait à l'aise. Il m'a serré la main fermement et m'a désigné une chaise en cuir en face de son bureau. Merci d'être venu, Monsieur Kelly. Je sais que cela doit sembler inhabituel. C'est le moins qu'on puisse dire, ai-je dit, essayant d'avoir l'air détendu, même si mon cœur battait la chamade. Vincent s'est assis et a croisé les mains sur le bureau. Monsieur Ashford et moi étions amis depuis plus de 30 ans. C'était un homme discret, mais bon. Au cours de ces derniers mois, il s'est beaucoup concentré sur le règlement de ses affaires. Il m'a donné des instructions explicites concernant plusieurs questions, y compris vous. Il a tendu la main vers un tiroir et en a sorti une enveloppe Kraft.
Il l'a glissé sur le bureau vers moi. Il m'a demandé de vous donner ceci seulement après sa mort et seulement en personne. C'étaient ses mots exacts. J'ai pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que je ne l'attendais. Je l'ai ouverte avec précaution et en ai sorti le contenu. Une clé en laiton, vieille et usée, du genre qui semblait appartenir à quelque chose d'une autre époque, et un document plié avec un en-tête officiel. J'ai déplié le document et l'ai lu une fois. Puis je l'ai relu, car mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. C'était un test ADN. Mon nom était imprimé d'un côté, Damon Kelly. De l'autre côté se trouvait un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, Warren Ashford. Et en bas, en lettres grasses qui semblaient pulser sur la page, il y avait un seul mot. Match. Je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix à peine audible. Qui est Warren Ashford? Vincent a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau. Son expression s'est adoucie. Warren était le fils cadet de Murray. Il est décédé dans un accident de voiture en août 1999, un mois avant votre naissance. La pièce a commencé à tourner. J'ai serré la coudoir de la chaise pour me stabiliser. Êtes-vous en train de me dire que Warren Ashford était mon père? Selon Murray, oui. Il a fait réaliser ce test ADN il y a plusieurs années, en utilisant des échantillons qu'il a obtenus discrètement. Il n'a jamais parlé des résultats à personne, pas même à son autre fils. Mon père, l'homme sur lequel je m'étais interrogé toute ma vie, le fantôme qui hantait chaque espace vide de mon enfance. Il avait un nom, Warren Ashford, et il est mort avant que je ne prenne mon premier souffle. Le vieil homme qui me donnait 2 $ chaque jeudi n'était pas juste un riche étranger. C'était mon grand-père. Il savait qui j'étais chaque fois que je lui tendais cette boîte de pizza. Et il n'a jamais dit un mot. Pourquoi, ai-je demandé, la gorge serrée. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Avant que Vincent ne puisse répondre, la porte du bureau s'est ouverte en trombe. Un homme a fait irruption, le visage rouge de colère, suivi d'une femme aux traits acérés et aux yeux froids. J'ai immédiatement reconnu l'expression sur leur visage. C'était l'expression de personnes qui croyaient posséder le monde et en voulaient à quiconque osait y occuper de l'espace. C'est absurde, cracha l'homme, me fusillant du regard. Vous vous attendez à ce que nous croyions que mon père a laissé quelque chose au livreur de pizza? C'est une fraude. C'est une escroquerie, et je ne le supporterai pas. Vincent se leva calmement. Monsieur Ashford, les instructions de votre père étaient claires. J'exécute simplement ses volontés. La femme s'approcha, ses yeux me transperçant comme des couteaux. Nous contesterons chaque point de cela. Vous n'êtes pas de la famille. Vous n'êtes rien. Et si vous pensez que vous allez prendre un seul centime de ce qui nous appartient, vous vous trompez lourdement. Je les regardais, la haine brûlant dans leurs yeux, et je réalisais quelque chose. Je n'avais rien demandé de tout cela. Je n'étais pas venu ici pour de l'argent, des biens ou une place dans leur arbre généalogique. Je suis venu parce qu'un vieil homme qui me donnait 2 $ me l'avait demandé. Mais maintenant, j'étais au milieu d'une guerre que je n'avais jamais commencée. J'ai conduit directement chez ma mère après avoir quitté le bureau de Vincent. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Le test ADN était posé sur le siège passager à côté de moi. Et chaque fois que je le regardais, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Toute ma vie, tout ce que je pensais savoir de moi-même était bâti sur un mensonge, et ma mère était celle qui l'avait raconté. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté dans la voiture pendant 1 minute entière, essayant de me ressaisir. Je ne voulais pas entrer là en colère. Je ne voulais pas dire des choses que je ne pourrais pas reprendre. Mais les questions qui brûlaient en moi n'attendraient plus. Ma mère était dans la cuisine quand je suis entré. Elle portait toujours sa blouse d'infirmière de son service à l'hôpital, debout au comptoir, coupant des légumes pour le dîner. Elle a souri quand elle m'a vu. « Damon, quelle bonne surprise. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Tu as faim? Je fais de la soupe. » Je n'ai rien dit. J'ai juste marché jusqu'à la table de la cuisine et j'ai posé le test ADN devant elle. Elle l'a regardé et j'ai vu la couleur quitter son visage. Le couteau lui a glissé des mains et a cliqué contre la planche à découper. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle murmuré. L'avocat de Murray Ashford me l'a donné. Murray est mort la semaine dernière. Il m'a laissé ça avec une clé. J'ai sorti la clé en laiton de ma poche et l'ai posée à côté du document.
Il savait, maman. Il savait que j'étais son petit-fils. Il savait tout ce temps que je livrais des pizzas chez lui, et il n'a jamais rien dit. Mais tu savais aussi, n'est-ce pas? Tu savais qui était mon père et tu ne me l'as jamais dit. Ma mère s'est affaissée sur une chaise. Ses mains tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues, traçant des sillons à travers l'épuisement qui semblait toujours habiter son visage. J'allais te le dire, a-t-elle dit, sa voix brisée. Je me suis dit que je le ferais quand tu serais plus grand, quand tu serais prêt. Mais plus grand est devenu plus tard, et plus tard est devenu jamais. J'avais peur, Damon. J'avais si peur. Peur de quoi? De me dire la vérité? De me laisser savoir d'où je venais? Elle m'a regardé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère non pas comme la femme forte qui m'avait élevé seule, mais comme quelqu'un qui portait un poids impossible depuis 24 ans. Peur de te perdre, dit-elle. Peur de ce que cette famille ferait s'ils découvraient ton existence. Elle m'a tout raconté. Warren Ashford avait 22 ans quand ils se sont rencontrés. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant près du collège et il venait chaque matin prendre un café. Il était charmant et imprudent, et ne ressemblait en rien aux garçons avec lesquels elle avait grandi. Ils sont tombés amoureux rapidement, comme les jeunes le font quand ils ne savent pas mieux. Ils sont restés ensemble pendant 6 mois. Quand elle a dit à Warren qu'elle était enceinte, il a paniqué. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir, pour parler à sa famille. Il a promis qu'il ferait ce qu'il fallait pour elle. Une semaine plus tard, il était mort. Un accident de voiture sur la route 17. Il a perdu le contrôle par une nuit pluvieuse et a heurté un arbre. Il était parti avant l'arrivée de l'ambulance. Je suis allé à l'enterrement, a dit ma mère. Je me suis tenu à l'arrière et je n'ai rien dit à personne, mais la femme demeurait m'a vu. Elle savait qui j'étais. Après le service, elle m'a prise à part et m'a dit que si je m'approchais à nouveau de sa famille, elle me détruirait. Elle a dit que j'étais une racaille, que j'avais piégé son fils, que j'étais la raison de sa mort, parce qu'il était bouleversé quand il est monté dans cette voiture. Ma mère a essuyé ses larmes avec le revers de sa main. J'avais 23 ans, j'étais enceinte et seule. Je n'avais pas d'argent pour des avocats ou des batailles, alors j'ai disparu. J'ai repris mon nom de jeune fille. J'ai déménagé dans une autre ville. Je t'ai élevée toute seule et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais Murray savait, ai-je dit, il a découvert mon existence d'une manière ou d'une autre. Elle a hoché la tête. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Elle disait simplement, je sais pour le garçon. Je suis désolé pour tout. Je vais arranger les choses. Je n'ai jamais répondu. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que si je l'ignorais, ça disparaîtrait. Je me suis assis en face d'elle. La colère que j'avais ressentie en conduisant s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus lourd, de la tristesse, de la compréhension. La réalisation que ma mère n'avait pas gardé ce secret pour me faire du mal. Elle l'avait gardé pour me protéger des gens qui voulaient faire comme si je n'existais pas. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Murray Ashford avait passé les 3 dernières années de sa vie à commander des pizzas, juste pour voir mon visage. Il m'avait vu grandir à distance, collectionnant des photographies, des bulletins scolaires et des souvenirs d'un petit-fils qu'il avait trop peur de revendiquer. Et avant de mourir, il m'a laissé une clé. Une clé pour quelque chose qu'il voulait que je trouve. Je dois savoir, dis-je doucement. Je dois savoir pourquoi il ne me l'a jamais dit lui-même. Je dois savoir ce que cette clé ouvre. Ma mère tendit la main à travers la table et prit la mienne. Je sais que tu le dois, et je ne vais pas t'arrêter. Promets-moi juste que tu seras prudent. Ces gens, les Ashford, ils ne te considèrent pas comme de la famille. Ils te voient comme une menace. J'ai pensé à enquêter ça, à la haine dans leurs yeux, au venin dans leur voix. Ma mère avait raison. Ils me combattraient à chaque étape. Mais je m'en fichais désormais. J'avais passé toute ma vie sans réponse. Maintenant, j'avais une clé et j'allais découvrir ce qu'elle déverrouillait. Vincent Cray m'a donné l'adresse le lendemain matin, un entrepôt appelé Grayson Secure Holdings, à environ 20 minutes de la ville, sur une route que je n'avais jamais empruntée. Il m'a dit que Murray louait l'unité 14B depuis plus de 15 ans et la payait en espèces chaque année. Personne d'autre n'était au courant. Ni Hank, ni Tessa, pas même la défunte épouse de Murray.
C'était son secret et maintenant c'était le mien. Je suis arrivé à l'installation juste après 10 heures du matin. L'endroit était vieux mais propre. Des rangées d'unités métalliques alignées comme des soldats derrière une clôture grillagée. Un employé de bureau ennuyé au guichet d'accueil m'a à peine regardé quand j'ai signé. J'ai marché sur le chemin de gravier jusqu'à ce que je le trouve. Unité 14B. Une porte métallique rouillée avec un lourd cadenas accroché au loquet. J'ai sorti la clé en laiton de ma poche. Mes mains étaient stables maintenant. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, quoi que me réveille que je trouve, j'étais prêt. J'ai glissé la clé dans la serrure et l'ai tournée. Le mécanisme a cliqué et le cadenas est tombé. J'ai lentement relevé la porte. La lumière du soleil a inondé l'obscurité, révélant une petite pièce remplie de boîtes soigneusement empilées et un simple bureau en bois poussé contre le mur du fond. Sur le bureau, il y avait une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus d'une écriture tremblante. J'ai marché jusqu'au bureau et j'ai ramassé l'enveloppe. Elle était épaisse, plus lourde qu'une lettre normale. Je l'ai déchirée et en ai sorti 6 pages de texte manuscrit. Le papier était cher, le genre que l'on achète quand on veut que quelque chose dure. Je me suis appuyé contre le bureau et j'ai commencé à lire. Cher Damon, si tu lis ceci, alors je suis parti. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai jamais été assez courageux pour te dire la vérité de mon vivant. Je suis désolé d'avoir laissé la peur et la honte m'empêcher d'être le grand-père que tu méritais. J'ai commis de nombreuses erreurs dans ma vie, mais mon silence avec toi est celle que je regrette le plus. Ton père était mon fils, Warren. Il était sauvage et impulsif, le genre de jeune homme qui vivait comme si demain n'existait pas. Mais il avait un bon cœur. Il aimait ta mère. Je sais qu'il l'aimait, car il me l'a dit la nuit avant de mourir. Il est venu dans mon bureau et m'a dit qu'il avait mis une fille enceinte, une serveuse nommée Lorraine, et qu'il allait l'épouser. Il a dit qu'il en avait fini de fuir ses responsabilités. Il allait être un père et il allait le faire bien. Je lui ai dit que j'étais fier de lui. Ce furent les derniers mots que j'ai prononcés à mon fils. L'accident s'est produit la nuit suivante. Warren a perdu le contrôle de sa voiture sur la route 17. La police a dit qu'il était mort sur le coup. Il n'a jamais souffert. Mais j'ai souffert chaque jour depuis, me demandant quel genre d'homme il serait devenu, quel genre de père il aurait été pour toi. Ma femme, Eleanor, ne pouvait accepter ce qui s'était passé. Elle a blâmé ta mère. Elle a dit que Lorraine avait piégé Warren, l'avait distrait, avait causé l'accident avec sa nouvelle. Ce n'était pas vrai, mais le chagrin pousse les gens à croire des choses terribles. Eleanor m'a forcé à choisir. Soit je coupais tous les liens avec ta mère et faisais semblant que tu n'existais pas, soit elle me quittait et emportait tout avec elle. J'étais un lâche, Damon. J'ai choisi mon mariage. J'ai choisi le silence. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, que tu serais mieux sans le nom Ashford planant au-dessus de toi. Mais c'était un mensonge que je me suis raconté pour pouvoir dormir la nuit. Je n'ai jamais cessé de te regarder. J'ai embauché un détective privé pour m'envoyer des mises à jour chaque année. J'ai des photographies de toi à chaque étape de ta vie. Ton premier jour d'école, ton projet scientifique de 8e année, ta remise de diplôme du secondaire. Je t'ai vu grandir pour devenir un homme à distance, et chaque photographie me rendait fier et me brisait le cœur en même temps. Quand tu as commencé à livrer des pizzas chez moi, j'ai pensé que Dieu me donnait une seconde chance. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'avais trop peur de ce que cela te ferait, à ta mère, à la paix fragile que j'avais bâtie avec mon autre fils. Mais je pouvais te voir. Je pouvais entendre ta voix. Je pouvais te demander comment tu allais et faire semblant, juste un instant, de faire partie de ta vie. Les $2 que je te donnais chaque semaine n'étaient jamais une question d'argent. En 1974, une tasse de café coûtait $2 au restaurant où j'ai emmené ta grand-mère pour notre premier rendez-vous. C'était ma façon d'honorer sa mémoire. Ma façon de dire que je me souvenais. Ma façon de me connecter à toi sans avoir le courage de prononcer les mots à voix haute. J'ai arrêté de lire. Ma vision était brouillée par les larmes. J'ai essuyé mes yeux avec le revers de ma main et j'ai continué. Dans ces boîtes, tu trouveras tout. Des documents prouvant que tu es le fils biologique de Warren. Un fonds fiduciaire que j'ai établi en ton nom il y a 12 ans, financé par des comptes que personne d'autre ne connaît. La valeur actuelle est de plus de $600 000.
Il y a aussi l'acte de propriété d'un chalet sur le lac Monroe. Il appartenait à mon père et à son père avant lui. Il était toujours destiné à rester dans la famille. Maintenant, il t'appartient. Je sais que cela ne compense pas 24 ans de silence. Je sais que je ne peux pas acheter ton pardon avec de l'argent ou des biens, mais j'espère que cela te donne un avenir. J'espère que cela te donne des choix que je ne me suis jamais donnés. Tu es un Ashford, Damon. Tu l'as toujours été. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Avec tout l'amour que j'aurais dû te montrer plus tôt, Murray. J'ai posé la lettre et j'ai regardé les boîtes empilées autour de moi. Je les ai ouvertes une par une. Des photos de moi enfant, prises de loin par quelqu'un que je n'avais jamais remarqué. Des bulletins scolaires avec des notes manuscrites dans les marges. Des coupures de journaux. Des documents légaux. Un relevé de fonds en fiducie à mon nom. L'acte de propriété d'un chalet que je n'avais jamais vu. Je me suis effondré sur le sol froid en béton et j'ai pleuré. Non pas pour l'argent, non pas pour la propriété, mais pour le vieil homme qui m'aimait en secret, qui m'a vu grandir à travers des photos et des commandes de pizza du jeudi soir, qui a passé ces dernières années à essayer de réparer les choses. C'était mon grand-père, et même s'il ne l'a jamais dit à voix haute, il m'aimait. La bataille juridique a duré 4 mois. Hank et Tessa Ashford ont tout contesté. Ils ont affirmé que j'avais manipulé Murray dans ces dernières années. Ils ont dit que j'étais un escroc qui avait ciblé un vieil homme vulnérable. Ils ont engagé des avocats coûteux et déposé motion après motion, essayant de m'enterrer sous les papiers et les frais juridiques que je ne pouvais pas me permettre. Mais Vincent Cray était préparé. Murray avait passé des années à monter un dossier que personne ne pourrait détruire. Vincent a produit des décennies de documents, des relevés bancaires montrant des paiements à des détectives privés, des photographies avec des dates estampillées au dos. Les journaux intimes de Murray remplis d'entrées sur moi, sur sa culpabilité, sur son espoir qu'un jour il trouverait le courage de me dire la vérité. Le test ADN n'était que la dernière pièce d'un puzzle que Murray avait assemblé pendant plus de 2 décennies. Le juge a rejeté l'affaire en moins d'1 heure. Il a regardé enquêter ça avec quelque chose qui s'apparentait au dégoût et leur a dit que Murray Ashford avait tout à fait le droit de distribuer son patrimoine comme bon lui semblait. J'ai été reconnu comme le petit-fils légitime de Murray. Le fonds fiduciaire était à moi. Le chalet était à moi. Et il ne pouvait rien y faire. Devant le tribunal, Hank m'a trouvé sur les marches. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée par une rage à peine contenue. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré près de lui. Vous pensez avoir gagné quelque chose ici? Vous pensez que cela fait de vous l'un des nôtres? Vous n'êtes toujours qu'un livreur. Vous n'êtes toujours rien. Je l'ai regardé longuement. J'ai pensé à toutes les choses que je pouvais dire, à toutes les insultes que je pouvais lui renvoyer. Mais je me suis souvenu de quelque chose dans les journaux de Murray, une entrée datant de 3 ans que Vincent m'avait montrée pendant le procès. Hank a appelé aujourd'hui, première fois en 8 mois. Il voulait de l'argent pour un nouveau bateau. N'a pas demandé comment j'allais. N'a pas demandé de mes nouvelles, juste de l'argent. Je me demande parfois s'il m'a jamais aimé, ou si je n'ai jamais été qu'un compte bancaire pour lui. J'ai retiré mon bras de la prise de Hank et j'ai reculé. Ton père a écrit sur toi, ai-je dit calmement. Il a écrit à quel point il se sentait seul, à quel point tu ne venais jamais lui rendre visite, à quel point tu n'appelais que quand tu avais besoin de quelque chose. Je me suis présenté tous les jeudis pendant 3 ans. Je ne savais pas qu'il était mon grand-père, mais je me suis présenté. Je lui ai tendu sa pizza et je lui ai demandé comment il allait. Je l'ai regardé dans les yeux et je l'ai traité comme un être humain. C'est la différence entre nous. J'étais là. Toi, tu ne l'étais pas. Hank n'a eu aucune réponse. Il est resté là, la bouche ouverte, cherchant des mots qui ne venaient pas. Sa femme lui a tiré la manche et ils sont partis sans se retourner. Je ne les ai plus jamais revus. 2 semaines plus tard, j'ai emmené ma mère au chalet sur le lac Monroe. C'était plus petit que je ne l'attendais, une modeste maison de 2 chambres avec une véranda et une vue sur l'eau qui faisait oublier le reste du monde. L'intérieur sentait le cèdre et les vieux livres. Il y avait des photographies sur les murs de personnes que je ne reconnaissais pas, des générations d'Ashford qui s'étaient tenues sur la même véranda et avaient regardé les mêmes couchers de soleil. Ma mère se tenait à la balustrade, regardant le lac. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait. Je n'aurais jamais cru revoir cet endroit, a-t-elle dit. Warren en parlait souvent.
Il disait qu'il voulait m'y emmener un jour. Il disait que c'était l'endroit le plus paisible sur Terre. Je l'ai prise dans mes bras. Maintenant, c'est le nôtre, un endroit qui nous appartient. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité si longtemps. Je pensais te protéger. Je ne réalisais pas que je ne faisais que retarder l'inévitable. Tu as fait de ton mieux, ai-je dit. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Je suis retourné à la pizzeria Lombardies une dernière fois. Non pas pour démissionner avec colère ou ressentiment, mais pour dire merci. La fille de Tony, Maria, m'avait donné un travail quand j'avais 19 ans et que j'étais désespéré. Elle m'avait fait confiance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Je lui ai dit que je retournais à l'école. Sciences vétérinaires, le même domaine auquel Murray avait consacré sa vie. Cela semblait juste, comme si je continuais quelque chose qu'il avait commencé. Maria m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais destiné à de plus grandes choses. J'ai promis de revenir la voir. Je le pensais. Le fonds fiduciaire m'a donné des options que je n'avais jamais eues auparavant. J'ai payé les factures médicales de ma mère. Je lui ai acheté une nouvelle voiture pour remplacer celle qui était en panne depuis des années. Je me suis inscrit à des cours à l'université d'État et j'ai commencé à construire un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Mais l'argent n'a jamais été le point. Le chalet n'a jamais été le point. Ce qui importait, c'était de savoir d'où je venais. Ce qui importait, c'était de comprendre que mon père avait aimé ma mère, qu'il avait voulu faire partie de ma vie, qu'il était mort en essayant de devenir l'homme qu'il savait qu'il devait être. Ce qui importait, c'était de savoir que mon grand-père avait veillé sur moi à distance, qu'il m'avait aimé de la seule manière qu'il connaissait. Que ces pourboires de $2 n'étaient jamais une question d'argent. Je pensais autrefois que la famille était une question de sang. Maintenant, je sais que c'est une question de présence. C'est une question de petites choses. Une question posée par une nuit pluvieuse. Une lettre écrite pour quelqu'un que l'on ne rencontrera peut-être jamais. Une clé en laiton laissée derrière soi pour déverrouiller la vérité. Murray Ashford était mon grand-père. Il n'a jamais prononcé les mots à voix haute. Mais il m'aimait. Et cet amour, silencieux, caché et imparfait qu'il était, a tout changé. J'ai accroché une photographie encadrée dans le chalet, au-dessus de la cheminée. C'était une photo de Murray, tirée de l'une des boîtes, se tenant sur cette même véranda des décennies plus tôt, souriant à la caméra comme s'il avait tout le temps du monde. En dessous, j'ai monté la clé en laiton sur une petite plaque en bois. La clé qui a tout déverrouillé. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher leur place. J'ai trouvé ma réponse dans une unité de stockage, dans une pile de vieilles photographies, dans l'écriture d'un homme qui avait trop peur de parler, mais assez courageux pour écrire. Je suis Damon Kelly. Je suis un Ashford et je suis enfin chez moi. Si cette histoire vous a touché, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez découvert un secret comme celui-ci sur votre famille. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire. Je lis tous les commentaires et j'aime avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé. Merci d'être ici et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.